Ici Dominique Arsenault, bienvenue à la Grande Ludothèque, votre magazine culturel du jeu vidéo. Après une série d'entrevues passionnantes dans les derniers épisodes, on fait un retour sur les actualités des dernières semaines dans le monde du jeu vidéo. Le Ramageddon plombe le projet de Steam Machine. La PlayStation 5 monte de prix. Nvidia est en voie d'être détestée universellement avec le DLSS 5 qui peut redessiner les graphismes par intelligence artificielle générative. Nintendo préparerait un retour de Star Fox. Microsoft s'avancera dans une nouvelle console. Et des emplois sont perdus chez Epic Games et Eidos Montréal. À travers tout cela, on s'intéresse aux nominations et à la tenue prochaine des Canadian Game Awards. Bonjour et bienvenue à la Grande Ludothèque. Ça fait plaisir de vous retrouver pour un épisode entre nous. Lors des dernières semaines, pendant plus d'un mois d'affilée, j'ai eu des entrevues avec des invités fantastiques. Il y a eu l'épisode sur Fire Emblem avec Michel Rabhi, l'épisode avec Alexandre Fontaine-Rousseau sur les 35 ans de CISM et en même temps son livre Vieille École sur les jeux vidéo rétro. Un épisode avec Maxime Deslongchamps-Gagnon sur Blueprints, le récipiendaire du jeu indépendant de l'année aux Independent Game Awards, aux Indie Game Awards de l'automne dernier. D'ailleurs, j'en profite pour vous mentionner en ondes, je crois que c'est la première fois que je le fais, que j'ai enregistré un épisode bonus pendant la semaine de relâche. J'ai annoncé ça sur le serveur Discord l'Anneau Ludique et sur les réseaux sociaux dans les différents forums que je fréquente. Mais pendant la semaine de relâche, j'ai enregistré un épisode bonus de la Grande Ludothèque que vous allez trouver en dehors des ondes de CISM. Vous trouverez ça sur le site Balado Québec où vous pouvez suivre les liens qui sont donnés sur la page de l'émission sur le site de CISM. L'épisode bonus s'appelle La Récréation. Et c'est un collage de restants d'entrevues, mais restes de table, j'ai envie de dire. Un collage des bouts d'entrevues supplémentaires que j'ai pas eu le temps de rentrer dans les épisodes réguliers. Donc, quelques minutes par-ci par-là avec Jocelyne et Will qui étaient venus pour le 3e épisode sur Her Story et Immortality de Sam Marlowe, sur les narrations fragmentées. Un segment aussi que j'avais enregistré avec Simon Dore lorsqu'on parlait de design économique des jeux vidéo. Et un segment aussi de discussion avec Maxime Deslongchamps. Et cette première portion-là, qui doit durer 40 minutes environ, dans cet épisode bonus La Récréation, est complémentée par une discussion complète, l'équivalent d'un épisode complet de la Grande Ludothèque, en compagnie de Roxane Chartrand, qui fait son doctorat en jeux vidéo à l'Université de Montréal avec moi, au département d'histoire de l'art, de cinéma et des médias audiovisuels. Et cette discussion-là avec Roxane Chartrand, c'était l'occasion de revenir sur Blueprints pour aller dans tous les détails des énigmes et la résolution finale du récit de ce jeu-là, qui est une grande aventure, dont on avait à peine esquissé les contours dans la discussion avec Maxime Deslongchamps-Gagnon dans l'épisode régulier de la Grande Ludothèque, mais avec Roxane qui a joué au jeu, qui s'est rendu à la fin et tout, on est allé en zone de divulgacheur complet. Et donc, si vous avez été intrigué par ce que vous avez entendu dans le cadre de l'épisode sur Blueprints, ben c'est l'occasion d'approfondir ça en dehors des ondes de CISM sur les plateformes de balado. En ce moment, ce n'est disponible que sur Balado Québec, mais éventuellement, lors de la fin de la première saison régulière de la Grande Ludothèque, je pourrai peupler différents réseaux sociaux là, pour tenir les archives des émissions passées. Et donc, cet épisode-là, La Récréation, sera aussi disponible en dehors des ondes sur des plateformes comme YouTube ou des trucs comme ça. Ça reste à voir la diffusion des épisodes après CISM. Le cœur vivant, battant de la Grande Ludothèque, c'est bel et bien sur les ondes de votre radio préférée. Donc, aujourd'hui, j'en profite donc pour pouvoir aborder toutes sortes de petits morceaux là, qui étaient laissés en suspens dans les dernières semaines, avec tous ces invités de grande qualité qui nous ont donné des conversations pleines. J'avais pas d'espace pour couvrir les actualités. Et elles ont été nombreuses, les actualités dans le monde du jeu vidéo dans les dernières semaines. La dernière fois que j'ai eu l'occasion, l'espace dans un épisode pour faire un segment d'actualité, c'était en février. Et il s'en est passé des choses, laissez-moi vous dire ça. Alors aujourd'hui, beaucoup de retours sur les
des actualités des dernières semaines dans le monde du jeu vidéo. Je vais essayer d'y donner une certaine dimension culturelle à chaque fois, mais il y aura quand même des nouvelles d'ordre technologique importantes qu'on va essayer de relier à l'historique de la technologie et les implications que ça a sur le futur de l'industrie du jeu vidéo et des pratiques du jeu vidéo autour de nous dans la société. On va s'intéresser aussi ensemble aux Canadian Game Awards qui ont révélé leur nomination dans les différentes catégories mardi, le 30 mars, et la cérémonie aura lieu en mai. Donc, on aura l'occasion de revenir un peu sur l'historique de cette cérémonie-là, les gens en nomination, le processus et tout ça. Alors, je vous souhaite une bonne émission à la Grande Ludothèque. Les actualités. Alors, un premier sujet à l'ordre du jour, ça a fait couler beaucoup d'encre et de réactions sur l'Internet, le DLSS 5. Qu'est-ce que c'est le DLSS 5? DLSS 5, c'est la 5e incarnation de ce processus logiciel qui exploite le matériel qui est développé par NVIDIA. NVIDIA, c'est un des fabricants de cartes graphiques. Essentiellement, si vous jouez à des jeux vidéo sur ordinateur, vous avez besoin d'une carte graphique que vous ajoutez, une pièce supplémentaire que vous ajoutez dans votre ordinateur qui prend en charge les rendus graphiques et donc tout le travail d'accélération matérielle, de calcul de graphisme, de calcul trigonométrique et tout ça qui sont utilisés dans les jeux 3D, qui représentent aujourd'hui évidemment la majorité des jeux vidéo qui sont commercialisés et disponibles sur PC. Il y a 2 fabricants de cartes graphiques, il y a NVIDIA et il y a AMD. AMD font la gamme qui s'appelle Radeon, donc AMD Radeon, et NVIDIA font la gamme qu'on appelle les RTX, aussi la gamme des GeForce, là, disons, depuis des années, c'était le standard là, dans l'industrie du jeu vidéo, mais ça a été décalé maintenant par les modèles RTX avec des numéros de série. Hein. Essentiellement, c'est comme des modèles de voiture, là, c'est pas toujours très évident qu'est-ce qu'on est en train d'acheter. Vous avez les 1060, 1070, 1070 Ti, les 2080, les 3080, les 4060, les 5070, bon, etc. Il y a tout un ensemble de codes pour savoir qu'est-ce qu'on achète exactement. Reste que ces cartes graphiques-là sont chères. Alors, NVIDIA a ses technologies propriétaires, ses façons de travailler qui lui sont propres, ce qui fait que les développeurs de jeux doivent adapter leurs jeux pour tirer profit des particularités des cartes de la gamme NVIDIA et aussi configurer leurs jeux pour tirer profit des approches logicielles spécifiques propriétaires de AMD avec la gamme Radeon. Donc, chaque développeur ne fait pas nécessairement les efforts de façon égale. Il y a des disputes, il y a des gens qui disent « Ah, c'est mieux NVIDIA parce que c'est mieux supporté par le jeu vidéo. » Puis Radeon, c'est moins supporté, mais c'est moins cher. Bon, il y a vraiment des écoles de pensée là-dedans. On appelle ça l'équipe verte, l'équipe NVIDIA, ou l'équipe rouge, l'équipe AMD. Alors, NVIDIA, eux, leur approche qu'ils ont préconisée ces dernières années, qu'ils ont développée substantiellement, c'est ce qu'ils appellent le DLSS. DLSS, c'est un acronyme pour Deep Learning Super Sampling. Alors, le Deep Learning, c'est l'apprentissage par réseau profond ou l'apprentissage par réseau neuronal qu'on appelle parfois. C'est pas exactement la même chose, mais essentiellement, on est dans le même espace conceptuel. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le DLSS? Ben, c'est le Deep Learning, c'est la capacité d'aller interroger des réseaux de données très, très denses, très, très étendus pour aller chercher des façons de dessiner des images, de faire des rendus graphiques qui vont puiser dans le statistiquement probable. Il y a quelque chose là-dedans qui ressemble à comment les... Puis là, moi, je suis pas un spécialiste de ça, là, fait que je vous dis ce que j'en comprends, mais évidemment, c'est à vérifier de votre côté. Vous prenez ça comme une invitation à aller vous renseigner davantage si ça vous intéresse. Mais il y a quelque chose qui est semblable avec la manière dont les intelligences artificielles fonctionnent. Les intelligences artificielles reposent sur les LLM, les Large Language Models, les modèles de langage massif, qui sont essentiellement des bases de données avec énormément de texte qui vont puiser dans l'ensemble de ce qui est disponible sur Internet et qui vont aller chercher les occurrences de mots, de phrases qui sont statistiquement probables. Si quelqu'un faisait une recherche, par exemple, sur Google, en tapant la question, ben, ce que fait ChatGPT, par exemple, c'est d'aller interroger l'ensemble de données de différentes manières en tournant autour de ce que vous avez tapé comme mots-clés dans votre question. C'est pour ça que c'est important de faire des bons prompts, parce que le prompt utilise des mots-clés, définit le contexte des mots-clés et tout ça, puis tout ça, ça peut raffermir, resserrer la recherche qui est faite pour aller chercher des résultats vraiment probants en croisant les différents mots-clés que vous avez rentrés.
Ça, c'est le fonctionnement du AI. Alors, le DLSS, ça utilise la méthode de Deep Learning. Le Deep Learning, dans le fond, pour faire du rendu graphique, c'est un peu la même chose. Il va cruncher, défaire l'image qui est à rendre en petits morceaux, puis il va dire, OK, mais j'ai quoi dans le coin en haut à gauche? J'ai des nuages blancs sur un ciel bleu. Je vais aller chercher tout le genre d'images de nuages blancs sur ciel bleu qui existe, qui est en top qualité, qui a été filmé en 4K, 8K, 16K, whatever, la meilleure résolution possible. Je vais comparer la surface qui est couverte par les nuages blancs avec la surface du bleu, les teintes de bleu et tout ça, pour aller chercher les images les plus probables pour me bâtir une référence pour ces nuages-là dans ce coin-là de l'image, et je vais aller lisser l'image qui est produite à partir de ces images de très haute qualité que j'ai trouvées ailleurs. Donc, vous faites ça pour chaque morceau de l'image qui est décomposé. Alors, si vous avez un screenshot de jeu vidéo ou une image de jeu vidéo typique, ça va être des personnages à l'avant-plan, en arrière-plan des bâtiments, une route par terre en briques, des buissons, des arbres, un rayon de soleil. Et tous ces morceaux-là sont décomposés par le logiciel qui va chercher pour chacun de ces morceaux d'image-là les morceaux statistiquement probables de haute résolution, de haute qualité qu'il peut utiliser pour venir compléter l'image. C'est un peu le fonctionnement du modèle DLSS 5. DLSS 5, ça le dit, c'est la 5e itération, la 5e version du moteur de Deep Learning Super Sampling. La première de ces itérations-là est arrivée en 2019. Ça s'appelait le DLSS. Ensuite, il y a eu le DLSS 2, le DLSS 3, le DLSS 4. Il y a une différence majeure avec le DLSS 5. C'est que, comme je le disais, on décompose l'image en morceaux puis on va compléter des morceaux d'image à travers des bases de données d'images qui existent déjà. Les DLSS 1 à 4, ce que ça faisait, c'est que ça prenait les images qui étaient rendues par la carte graphique et ça calculait des images intermédiaires pour venir augmenter la fréquence d'image, ce qu'on appelle le frame rate. Donc évidemment, quand vous jouez à un jeu vidéo, vous voulez avoir beaucoup d'images par seconde pour que, quand vous êtes en train de contrôler en temps réel, ben vous avez un feedback instantané puis vous êtes branché sur le flux d'images en continu, ce qui vous permet d'interagir avec un bon sentiment de contrôle puis d'agir en temps réel. Alors, habituellement, on parle d'un standard de 60 images par seconde pour stimuler une bonne réactivité de l'image pour avoir l'impression d'être en contrôle direct. Si je suis capable d'avoir plus que 60 images par seconde, ben là, j'ai l'impression d'une plus grande fluidité. Ça me permet, si je suis dans des top performances de gaming, si je suis un athlète, un cyberathlète, ben ça me permet d'avoir des très hautes performances. Il y a quand même un plafond de performance qui peut être repoussé continuellement. Plus j'ai de frame rate, plus j'ai d'images par seconde, mieux c'est. Alors, évidemment, si on veut 60 images par seconde, ben, il faut que ma carte graphique, mon processeur de mon ordinateur et tout ça soit capable de calculer le contenu dans tous les pixels qui composent mon image, donc la résolution de mon image. Si c'est 1920 par 1080, c'est un gros paquet de pixels. Si j'ai un écran 4K puis je lui demande de faire un rendu 4K, ben, j'ai encore bien plus de pixels à calculer sur chacune des images que je produis. Donc, si je lui demande de produire 60 images par seconde, la charge, elle est lourde. Si je lui demande 120 images par seconde, la charge est 2 fois plus lourde. Donc, une façon d'optimiser la qualité des graphismes, parce que plus mes calculs de graphismes sont complexes, ben plus c'est difficile de rendre ça à 60 images par seconde, ou à même pire 120 images par seconde. Donc l'idée du DLSS, c'est de dire, mais au lieu de calculer 60 images par seconde, je vais calculer 40 images par seconde, par exemple, et les 20 images par seconde qui me manquent, je vais les calculer en images intermédiaires qui vont être la moyenne de l'image d'avant et de l'image d'après. J'ai pas besoin de recalculer la trajectoire de la lumière puis tout chacun des polygones et tout ça. Je vais prendre mon image précédente, puis là, je vais me servir de l'image suivante qui va être calculée pour calculer l'intermédiaire entre les deux. Je simplifie beaucoup, là, puis évidemment, c'est plus compliqué que ça. Je suis pas un expert, mais c'était ça l'idée du DLSS 1 à DLSS 4. C'était de soit prendre un certain nombre d'images plus bas puis calculer des images intermédiaires pour augmenter la fréquence d'image, ou c'était de faire un rendu d'une image en très basse résolution. Alors, je veux une image 1920 par 1080, mais au lieu de calculer tout ce paquet de pixels-là, je vais rendre une image à la moitié de la résolution, puis je vais calculer les pixels intermédiaires que ça me prendrait pour doubler la superficie de mon image. Je vais calculer ces pixels-là en faisant une moyenne statistique, puis je vais aller puiser dans des images préexistantes, dans mon réseau d'images qui existe, et je vais appliquer un algorithme pour venir remplir un pixel sur deux.
par statistiquement probable cluster. Je ne sais pas trop comment le nommer, là, mais bon. Et donc, ça va réduire la charge de travail parce que j'ai pas à calculer la position de tous mes objets pour remplir chacun de mes pixels de mon image. Je calcule un pixel sur 2, le reste est nourri par les algorithmes de la carte graphique. C'était DLSS 1 à DLSS 4. Ce qui se passe avec DLSS 5, c'est que là, on vient transformer ce qui est rendu dans mon image, pas en calculant la moyenne entre les pixels pairs et les pixels impairs, par exemple, ou avec un DLSS encore plus puissant, ce serait, je fais un rendu d'une image qui est un quart de la taille finale de mon image, puis le 3/4 de mes pixels sont calculés on the fly. Ben là, c'est pas ça l'approche avec DLSS 5. Avec DLSS 5, c'est que tous mes pixels sont calculés, ou j'utilise encore un pixel sur 2, un pixel sur 4, ou une image intermédiaire sur 2, ou une image intermédiaire sur 3, ou peu importe. Et ce que je fais, c'est qu'une fois que mon image s'affiche, je fais un traitement post-production sur mon image, comme un filtre que j'applique. Et ce filtre-là décompose mon image en petits morceaux, puis pour chaque morceau de mon image, va aller chercher dans la base de données des images traitées, des images qui ont existé, ou en tout cas qui peuvent être calculées, qui ont déjà été prédéterminées, et je vais aller chercher des morceaux d'images pour augmenter la qualité de ce qui est rendu. Alors, c'est pas révolutionnaire comme approche, mais en même temps, c'est quand même très différent comme paradigme, parce que là, ce qui se passe, c'est que NVIDIA, pour vendre son DLSS 5, qui est à l'étape de concept en ce moment, ils ont quelque chose qui fonctionne, ils ont produit des vidéos qui révèlent qu'est-ce que ça fait à nos graphismes de jeux vidéo, puis là, ils ont montré des images, des séquences de jeux vidéo en mettant le DLSS 5 à off, DLSS 5 à on, pour voir la comparaison entre les deux. Et ils ont vraiment exagéré. Évidemment, pour montrer comment c'est impressionnant leur technologie, puis comment ça peut radicalement transformer les images de ces jeux vidéo-là. Mais ce faisant, il y a beaucoup d'internautes dans le milieu du gaming qui ont vu ça, puis qui ont dit « Ah, mais qu'est-ce qui est en train d'arriver? » On dirait que la prochaine génération de jeux qui vont utiliser le DLSS 5, ben, tout le travail des artistes qui ont travaillé très fort pour faire des modèles 3D, des lumières, des ambiances, de la direction artistique et tout ça, ben, on va prendre tout ce travail-là qu'ils ont fait, puis on va sacrer par-dessus un genre de filtre Beautify comme on peut trouver sur Instagram ou sur Facebook ou sur toutes ces plateformes en ligne là. Vous connaissez les filtres Beautify, là. Vous uploadez votre photo, vous mettez le Beautify, puis là, hop, vous avez un fond de teint, vous avez des pommettes roses, vous avez des lèvres plus pulpeuses, vous avez un teint tout à fait lisse, il n'y a plus de boutons, il n'y a plus de grains de beauté, il n'y a plus de, tu sais, les pores de peau sont toutes propres, les poils de barbe sont tous lisses, il n'y a rien, là, pas un petit cheveu drèche qui jure avec la composition très esthétisée de l'ensemble. Ça a l'air plastique, ça a l'air évidemment peu authentique, peu naturel, ça a l'air vraiment d'être léché pour les besoins de faire une belle image. En un mot, si vous demandez à un IA générative de vous générer des images, il y a quand même cette espèce de qualité AI là, qui ressort, qu'on perçoit, qui a l'air beaucoup trop lisse, beaucoup trop, bon, c'est tout ce que vous voulez. Fait que les gens, évidemment, voient cette annonce-là, puis voient le DLSS 5 qui est promis par NVIDIA, puis ils disent « Arc, mais c'est comme un Beautify filter sur tous les jeux qui vont sortir. On va perdre le travail des artistes. Qu'est-ce que c'est ça? » Puis la réalité, c'est que c'est beaucoup plus sobre que ça en réalité, parce que ça va être un outil qui va être utilisé par les développeurs, qui vont déterminer comment on va utiliser le DLSS 5, à quel point, pour quels aspects, est-ce qu'on souhaite raffiner l'image. C'est un peu comme un slider de transparence, de saturation et tout ça, qu'on peut mettre au minimum, qu'on peut augmenter, qu'on peut réserver à certains processus particuliers. C'est un outil créatif. Mais le problème, c'est que NVIDIA, pour montrer comment c'est une technologie révolutionnaire, puis que les actionnaires achètent de l'action, puis qu'évidemment la valeur de l'entreprise augmente et tout ça, ben il faut qu'ils survendent le truc qu'ils ont fait. Alors ils se retrouvent à faire une vidéo qui ressemble un peu comme une publicité pour un produit nettoyant. Hein, vous avez sûrement déjà vu ça à la télé, la télé de l'ancien temps, j'ai envie de dire. Quand vous voyez une pub pour un produit nettoyant, ben tu sais, vous avez genre le plancher, il est sale là, comme vous avez jamais vu un plancher sale comme ça dans la vraie vie. Puis là, vous passez le coup de mop là-dessus, puis là, waouh, la trace est très nette, le plancher est luisant, brillant, spotless et tout ça, comme vous avez jamais vu un plancher propre comme ça dans la vraie vie. T'sais,
Donc, évidemment, quand on vous présente ça, on sait bien que c'est une vidéo promotionnelle pour exagérer un peu l'effet que ça a. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé avec le reveal, avec la présentation du DLSS 5. C'est complètement exagéré, les cas d'utilisation qu'ils ont montrés. Donc, il y a un effet vraiment de panique, même, je dirais, irrationnel. Chez beaucoup de gens qui ont vu ça, ils ont fait « Mais qu'est-ce qui va arriver? La trace des artistes disparaît, tous les jeux vont avoir la même esthétique, vont tous avoir la même facture sans âme de la perfection de l'intelligence artificielle et tout ça. » Bon, je pense qu'il ne faut pas paniquer, il ne faut pas céder à la panique. C'est vraiment pas tous les développeurs de jeux qui vont produire des graphismes, qui vont travailler des années à produire des modèles de haute définition puis des directions artistiques marquées, puis qui vont dire à la fin, tu sais quoi, le DLSS 5, mets ça dans le Python, mets l'ampli à 11, puis c'est pas grave. T'sais. Donc, voilà, faut pas paniquer avec ça. Ceci dit, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Je dois dire que la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça va me prendre pour rouler ça, du DLSS 5? En ce moment, les démos présentées par NVIDIA sont présentées sur des ordinateurs qui comportent 2 cartes graphiques, qui sont des 50-60 ou des 50-70, je pense, je sais pas trop, 2 cartes graphiques. Mais bon, j'ai les chiffres devant moi, c'est des GeForce RTX 5090. Ces cartes graphiques-là se vendent 2000 $ chaque. Donc, si vous voulez un ordinateur capable de faire du DLSS 5 en ce moment, il faut mettre 4000 $ pour des cartes graphiques, plus le reste des composantes qui vont dans l'ordinateur. Alors, comment on va faire ça? Pour l'instant, on ne le sait pas. Alors, probablement que des jeux vont utiliser un peu de DLSS 5, mais pas tout le DLSS 5. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant sur la vidéo de produits nettoyants qui nous ont sorti, qui est complètement exagérée. C'est vraiment pas comme ça que ça va se ramasser dans nos ordinateurs pour vrai. Mais ça pose une question inquiétante quand même, c'est cette confiscation-là, cette dépossession-là qu'on commence à ressentir sur la puissance des machines. Il y a une crainte que le cloud gaming, c'est le futur. Et qu'est-ce que c'est le futur du cloud gaming? Google Stadia a essayé de faire ça. L'idée, c'était que tu vas avoir une boîte qui réceptionne du signal vidéo très, très rapidement, sans délai. Et ça te permettrait d'avoir une petite machine peu puissante, peu coûteuse, que tu branches chez toi. Et grâce à ta connexion fibre top qualité, 2 gigaoctets par seconde, je sais pas quoi, ben tu serais capable de faire les calculs complexes de traitement graphique qui nécessitent la grosse machine dans un centre de données, dans un centre de traitement quelque part, dans une infrastructure professionnelle à cet effet garnie de cartes graphiques de top qualité. Et tous ces calculs-là te seraient envoyés par le tuyau de l'Internet. Puis toi, tu recevrais finalement le résultat de ces calculs-là sur ta machine qui est essentiellement une télé qui affiche des images. Alors, ce paradigme-là, ce changement de paradigme-là, c'est quelque chose qui a déjà été essayé dans le passé et ça n'a pas vraiment fonctionné, mais on a l'impression que ça pourrait être une des trajectoires possibles du futur du jeu vidéo. On aurait pu 1000 personnes qui ont chacun leur machine qui est une bombe de calcul super développée chez eux, leur console, leur machine pour jouer à des jeux vidéo. C'est vraiment pas efficace de faire ça dans le fond. Donc, chacun aurait un récepteur local dans sa maison, puis il y aurait un centre de calcul qui calculerait des milliards de fois ce qui est nécessaire pour pousser ça dans les tuyaux à toutes les personnes qui se branchent au service. Ce qui, évidemment, peut être alléchant pour des entreprises. On ne vendrait plus des pièces à des particuliers qui fabriquent leurs ordinateurs, qui mettent à jour leurs machines, et on se demande à chaque fois si on va réussir à sécuriser la vente de la prochaine carte graphique, si nos consommateurs vont être prêts à mettre un 800, 900, 1000 $, 1500 $ pour la nouvelle carte graphique dernier cri. On vendrait plutôt un abonnement. Et on serait, nous, dépendants de ces abonnements-là. On paierait 25 $ par mois, 30 $ par mois, 50 $ par mois pour avoir le top premium full calcul, hein, l'abonnement aux jeux vidéo qui me permet d'avoir le DLSS 5 top qualité. Ben là, ça va être 75 $ par mois. Je sais pas, hein, je lance des chiffres comme ça, mais ça serait un des futurs possibles de l'industrie du jeu vidéo. Ce qui, évidemment, est une dépossession du matériel et qui nous rend tout à fait à la merci des termes et conditions d'utilisation et des modalités d'abonnement qui pourraient changer à tout bout de champ. Donc, c'est un peu tout ça qu'il y a en dessous, là, je pense. Dans la réaction qu'on a, qui est assez épidermique face au DLSS 5, c'est aussi l'idée que, hey, c'est tellement puissant, puis ça demande tellement de technologie, ces trucs-là, que comment faire pour s'assurer qu'on garde le contrôle sur ce qu'on possède et ce qui nous permet de jouer à des jeux?
Il y a beaucoup de gens qui réagissent en disant « Moi, j'ai pas demandé du top qualité graphisme out of this world incroyable, qui demande des infrastructures de calcul incroyables, qui assèchent la planète parce que la consommation d'eau, la réfrigération, l'électricité, etc. sont énormes. J'ai pas le goût d'avoir ça. Je veux pouvoir jouer à des jeux qui sont beaux, sans plus. J'ai pas besoin du plus beau jeu de tous les temps. » Fait qu'il y a ça qui est vraiment une problématique tout à fait réelle face au DLSS 5. La puissance de calcul nécessaire pour exploiter ça est tellement importante qu'on tombe dans des changements de paradigme. Vraiment des approches nouvelles des graphismes, et c'est vraiment pas certain que beaucoup, sinon la majorité des gens vont suivre dans cette trajectoire-là. Michel Rabhi, qui était notre invité à la Grande Ludothèque pour l'épisode sur Fire Emblem, nommait ça dans la discussion sur le serveur Discord de l'anneau ludique. Elle disait « Est-ce qu'on peut parler du décalage entre l'enthousiasme manifesté par les fabricants de la technologie, NVIDIA, bon, on comprend, NVIDIA sont là pour la vendre, la technologie, c'est correct, mais aussi les développeurs de jeux, qui sont, plusieurs d'entre eux, enthousiastes à cette idée-là. C'est comme, voici un outil de plus, voici une manière de plus de faire des trucs intéressants. Wow, tu sais. Et le décalage dans la perception qui est très négative de la part des joueurs, des joueuses qui s'expriment, peut-être c'est les personnes les plus vocales évidemment, qui s'expriment sur des endroits comme Reddit, X, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y a une unanimité contre ces technologies-là, mais disons qu'il y a une sérieuse levée de bouclier et remise en question de la pertinence d'offrir ça et de la demande réelle derrière ça. Donc, il y a ça qu'il faut mettre, qu'il faut mettre dans l'équation. Maintenant, je vous dirais que ça vaut la peine de regarder quand même. Il y a un article là, sur lequel je suis tombé d'un journaliste, je crois, qui a eu accès à la démo qui est présentée par NVIDIA, justement, du DLSS 5. C'est un article que moi, j'ai trouvé sur pcmag.com. Donc, Michael Kahn, Senior Reporter, qui présente des extraits vidéo, qui montre de quoi ça a l'air. Et je dois dire qu'il y a quand même... Il y a quelque chose pour vrai dans le DLSS 5 qui pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Puis là, ça va me demander un petit détour par de la tech un petit peu plus large. Il y a des extraits vidéo qui sont présentés de, vous connaissez peut-être The Elder Scrolls 4 Oblivion. C'est le jeu qui est venu avant Skyrim, qui a été porté sur toutes les machines qui existent sur la planète. Donc Oblivion, c'est un jeu qui date de 2005-2006, je crois, pour la version originale. Il y a eu un remaster l'année dernière, si je me souviens bien, de Oblivion. Donc un remaster qui, bon, fait une mise à jour, une augmentation de la résolution des textures, de la qualité graphique, des choses comme ça. Mais ils n'ont pas refait de A à Z les graphismes du jeu. Hein. Donc, c'est une petite amélioration, mais le système d'animation, de physique, etc., tout est encore ce qui était dans le jeu original. Ben, il y a une vidéo qui présente le DLSS 5 activé ou désactivé sur Oblivion Remastered. Vous allez le voir là. La qualité des visages, des textures est assez étonnante. Ça, c'est une des choses que le DLSS 5 peut faire de façon quand même assez intéressante, c'est donner une nouvelle vie à des jeux qui ont été développés à une autre époque. Vous savez, on s'est habitué à l'idée que les jeux sont passés date, dépassés graphiquement. Quelques années à peine, ou quand on est chanceux, 5 ans, 6 ans plus tard, les graphismes sont beaucoup plus primitifs, beaucoup plus clunky, puis on regarde toujours ces jeux-là en tenant en compte l'écart historique. C'est comme, ah oui, mais ça, c'est un jeu de 2007. C'est vrai que ça avait l'air de ça à l'époque. Ah oui, ça, c'est un jeu de 2013. Hein. C'est vrai qu'en 2013, on n'était vraiment pas comme aujourd'hui, tu sais. Puis quand on y pense, bon, au cinéma, disons qu'on voit cet effet-là quand on regarde des films en noir et blanc, mais il y a des sauts qui sont beaucoup plus longs. Le rythme historique des innovations technologiques qui introduisent une distance par rapport au contenu est quand même beaucoup plus long là, au cinéma que ce qu'on trouve en jeu vidéo. Bon. Alors, peut-être qu'on peut lisser un peu ces décalages-là puis donner une nouvelle vie à des jeux du passé. Et je dis ça en tant qu'historien du jeu vidéo en partie. C'est sûr qu'il y a une transformation de l'objet qui est importante, puis notre rapport à l'objet du passé change complètement. Alors, je pense que c'est important de pouvoir le mettre à on ou à off, finalement, quand on fait l'expérience d'un jeu. Et tant mieux si on peut l'activer, parce que je dois dire que quand je regarde le visage d'un personnage non-joueur dans Oblivion, en particulier, les rides, le grain de la peau, la texture de la peau, tout ça lui donne un look beaucoup plus réaliste. Et en même temps, pour moi, ce qui va vraiment changer beaucoup de choses de manière positive, c'est les yeux. Les yeux et les regards de personnages dans les jeux vidéo, ainsi que les lèvres, la lumière sur les lèvres et la façon dont les lèvres peuvent même bouger.
Ça, c'est de l'animation, c'est autre chose. On ne rentrera pas dans la question de l'animation, mais strictement la question du rendu graphique, ce que le DLSS 5 fait de mieux et de vraiment intéressant, c'est vraiment de travailler les ombrages, les contrastes, la texture qu'on peut ressentir dans des polygones texturés, oui, mais ça donne vraiment un relief, là. Les rides ont l'air vraiment d'être creusées, les ombrages sous les yeux, à l'intérieur de l'arcade des sourcils, tout ça, c'est beaucoup plus détaillé, là. Même les ombrages sur le cou du personnage, autour du col de sa chemise qui est retroussé, tout ça, là, le niveau de contraste et de lumière est vraiment plus net. Le personnage est chauve sur le dessus de la tête, puis on voit très bien dans le jeu de base de Oblivion Remastered que la lumière fait comme une espèce de tout là, continu, lisse, qui est très, très cartoonesque, alors que quand on active le DLSS 5, bien, on voit vraiment la spécularité de la lumière, tu sais, qui vraiment est diffractée, reflétée sur son crâne, et vers l'avant, il y a un dégradé lumineux beaucoup plus naturel, beaucoup plus progressif qui est là aussi. Et évidemment, pour les yeux et les regards, ça a toujours été le problème des personnages de jeux vidéo. Tu peux modéliser un personnage en 3D avec des polygones, tu peux faire des polygones avec une texture d'œil dessus, puis là, tu fais bouger l'œil, puis là, ça lui donne un look vaguement humain qui regarde à gauche, à droite. On est quand même loin du naturel d'un regard qui nous regarde. Puis ça défait beaucoup l'impression de vie qu'on essaie de donner à ces personnages-là. C'est pour ça qu'on a exploité une technologie comme la Performance Capture, donc la captation de performance, qui est l'évolution supplémentaire après la captation de mouvement. Quand on a des animateurs qui font des mouvements de personnages animés, ben on peut évidemment déplacer les polygones dans l'espace 3D, puis mettre des pauses clés pour faire les grandes étapes du mouvement. Ça, on peut faire ça à la main, mais si on met des capteurs sur des gars et des filles en suit de spandex avec des petits capteurs dessus, on leur fait faire des mouvements, puis on importe la position de ces capteurs-là dans notre logiciel d'animation 3D, ben là, on peut mapper le corps qu'on a modélisé en 3D de notre personnage non-joueur. On peut mapper ça sur les points de mouvement qu'on a captés et on peut reprendre toute la trace du mouvement réel des humains qui ont fait ces mouvements-là. Ça donne des animations beaucoup plus réalistes. En faisant ça, le mouvement des polygones dans l'espace est tout à fait réaliste, mais le rendu visuel graphique de ces personnages-là est pas plus réaliste. Ça, c'est tout le travail d'éclairage, de texture et tout ça qu'on va donner aux polygones. Pour les yeux, il n'y a aucune façon d'attraper le regard d'une vraie personne, sauf quand on utilise la Performance Capture. Dans une Performance Capture, on fait de la captation de mouvement, mais on capte aussi l'image photographique filmée de nos comédiens. Souvent, les comédiens vont être entourés d'un rig, là, d'une armature, d'un hémisphère rempli de caméras. Ils vont être filmés de plusieurs angles différents à la fois. Puis on va prendre toutes ces vidéos-là du visage de nos comédiens, puis on va les mettre sur les modèles 3D, qui vont devenir essentiellement des polygones recouverts d'un composite de différentes textures vidéo qui s'entrecroisent pour créer un tout uni. Un visage avec les ombrages autour du nez, puis tous les reflets qu'on peut retrouver sur la bouche, les dents, les lèvres du personnage, et surtout ses yeux. Modéliser en 3D des polygones pour faire le regard puis des yeux d'un personnage, ça marche pas vraiment, mais quand on prend une captation photographique de la performance d'acteur, ben là, on peut avoir justement la trace visuelle de ce regard-là, puis le placer sur notre personnage 3D. Ben ça, le DLSS 5 est capable de faire ça. En prenant l'image du jeu vidéo Oblivion Remastered dans ce cas-ci, en prenant le modèle 3D, on reconnaît par l'analyse que ça, c'est des yeux, et on va donc chercher dans toutes les images captées dans le réseau neuronal, qui est tout le réseau d'images qui sont captées à l'image des neurones du cerveau, puis on est capable d'aller chercher des yeux qui ont cette forme-là, qui ont cette couleur-là, qui ont ce type de regard-là, puis aller chercher les données visuelles filmées de yeux très haute définition pour mettre ça sur le personnage. Écoutez, l'impression est vraiment saisissante, je dois dire. Je regardais les images de Oblivion Remastered avec les regards, là, puis les yeux, puis j'étais comme, wow, OK, j'avoue que ça, là, il y a quand même quelque chose de vraiment bien. J'imagine très bien un développeur qui pourrait dire, tu sais quoi, on veut toute notre direction artistique très stylisée, tous nos personnages modélisés en 3D, tous les mouvements d'animation faits à la main, mais on va utiliser le DLSS 5 pour faire les yeux de nos personnages. That's it. Alors ça, c'est une utilisation qui pourrait ne pas requérir 2 cartes graphiques complètement loufoques en termes de prix et de puissance, et ça pourrait marcher puis vraiment rehausser une expérience de façon substantielle.
L'autre chose que le DLSS 5 fait, on le voit avec une démo du DLSS 5 appliquée au jeu Hogwarts Legacy, le jeu de Harry Potter qui est sorti il y a 2 ans, 3 ans peut-être. On le voit aussi avec Assassin's Creed Shadows, qui a aussi une démo en mode DLSS 5. On voit très bien comment c'est extrêmement puissant pour faire des rendus de la lumière et des ombrages et de comment la lumière se répand dans des espaces. On le voit vraiment nettement. Là. Moi, je vous suggère de visiter, là, comme je vous disais, l'article sur pcmag.com. Je vais mettre ça dans les ressources en lien avec l'épisode sur le serveur l'anneau ludique, sur le serveur Discord. Sinon, faites des recherches, tombez là-dessus. PCMag, I watched NVIDIA's controversial DLSS 5 transform potato faces. Donc, c'est vraiment ça. Oblivion Remastered, les personnages non-joueurs ont des faces de patates. Puis finalement, quand tu passes le DLSS 5 dessus, wow, tu vois ça, puis ça marche. Donc oui, pour les yeux, pour les regards, la trace photographique, cinématographique, filmée des regards, ça marche vraiment bien. Et aussi pour les modèles de diffusion de la lumière, réfraction, reflet de la lumière, les ombrages et tout ça, c'est vraiment substantiellement meilleur avec le DLSS 5. Donc voilà, ça fait un peu le tour de ce sujet brûlant dans l'actualité vidéoludique des dernières semaines, le DLSS 5 de NVIDIA. Est-ce que AMD, avec sa gamme Radeon, va se mettre à imiter ça avec ses propres processus? Est-ce qu'ils vont s'en inspirer, proposer quelque chose de semblable? L'avenir nous le dira. Des nouvelles pas très réjouissantes de la part des développeurs de jeux vidéo. Il y a d'abord des mises à pied. Vous savez que l'industrie du jeu vidéo connaît depuis maintenant des années, là, après le retour de la pandémie, où les gens avaient beaucoup joué à des jeux vidéo. Il y a eu un réajustement à la baisse, donc des studios qui ont été obligés de faire des mises à pied. Et c'est le cas récemment dans cette longue lignée de moments difficiles pour l'industrie. Ça a été le cas de Epic Games. Epic Games, c'est évidemment un très, très gros nom dans l'industrie. Ce sont les créateurs de Fortnite, éditeurs de Fortnite. Ils ont leur propre boutique en ligne, Epic Game Store, qu'ils essaient de positionner comme un concurrent à Steam pour la distribution de jeux numériques. Et Epic Games ont annoncé 1000 pertes d'emplois. 1000 emplois à travers le monde parce qu'ils ont des studios dans différents endroits et ça représente à peu près 1/10 de l'effectif chez Epic. Il y aurait donc 10 000 employés, il n'en restera que 9 000 ou il n'en reste déjà que 9 000. 1000 pertes d'emplois, c'est quand même massif. Les raisons qui sont invoquées, c'est le fait que Fortnite serait en perte de vitesse. Donc, au niveau des revenus, au niveau de la portée culturelle de Fortnite serait en diminution. Les jeunes se désintéresseraient un peu de cet environnement-là. Peut-être qu'on a l'impression d'avoir fait le tour après les années où Fortnite reste quand même dans une formule assez semblable, malgré des nouveautés qui sont arrivées en cours de route. Il y a une perte de vitesse et donc diminution des revenus. Ça met en lumière d'ailleurs l'autre aspect derrière l'industrie du jeu vidéo qui est une tendance de plus en plus lourde, mais qui a commencé bien avant la pandémie, celle-là, c'est la financiarisation du secteur. La financiarisation, c'est le fait que les développeurs de jeux, les éditeurs de jeux même, deviennent de plus en plus des morceaux acquis par des conglomérats dans des fusions-acquisitions de firmes, des conglomérats de placement, d'investissement dans le monde du divertissement. Leur mission première, c'est de transformer les investissements des investisseurs pour en générer des dividendes, des revenus pour les actionnaires. Alors, c'est pas des développeurs de jeux qui décident de se serrer la ceinture pendant quelques mois, quelques années pour ensuite sortir le grand jeu sur lequel ils travaillent. De plus en plus, le contrôle des grandes entreprises échappe aux gestionnaires, aux propriétaires de studios et même aux développeurs eux-mêmes. Donc, beaucoup de pertes d'emplois chez Epic, c'est évidemment malheureux. Mais peut-être pas aussi malheureux directement pour les Montréalais que les pertes d'emplois chez Eidos Montréal. Eidos Montréal, qui est un développeur de jeux important, qui a travaillé sur Shadow of the Tomb Raider, sur Deus Ex Human Revolution, un jeu auquel j'ai consacré la moitié de mon émission lors de la 4e, 5e semaine, je me souviens pas exactement. J'avais fait un programme double sur Deus Ex Human Revolution et Hell is Us. Donc, Eidos Montréal, qui s'est illustré avec des jeux vraiment importants, ont fini par être frappés par une perte de 124 emplois, d'après les chiffres que j'ai vus, incluant le directeur du studio lui-même, qui était là depuis 13 ans en poste. Donc, c'est difficile pour l'industrie montréalaise, c'est difficile pour l'industrie du jeu vidéo un peu partout autour du monde. Montréal n'échappe pas à ces tendances lourdes-là.
Du côté de Eidos Montréal, c'est d'autant plus surprenant, inquiétant et crève-cœur que le studio travaillait depuis 7 ans, si je me trompe pas. J'ai lu la nouvelle il y a quelques jours maintenant. Depuis 7 ans, il travaillait sur un jeu, une nouvelle propriété intellectuelle. Donc, un nouveau jeu qui n'est pas simplement une suite. Proposition donc toujours risquée pour la commercialisation. Il travaillait donc sur un nouveau jeu qui était, semble-t-il, pratiquement en voie d'être terminé. On était arrivé à l'étape où on ferait du test puis du débogage. Donc, c'est vraiment étonnant. Un projet donc qui a gonflé à travers les années de changement de direction, de remise en question et tout, qui aurait gonflé pour faire des centaines de millions de dollars de coûts finalement. Et le propriétaire, Embracer Group, ultimement, mais donc qui est un conglomérat qui a acquis toutes sortes de morceaux en dessous, a fini par annoncer que c'était temps de mettre fin à ce projet-là et 124 emplois disparaissent. Beaucoup de développeurs sur le marché, on leur souhaite de se trouver un autre studio pour les accueillir dans les prochains mois. On revient un peu dans l'écosystème local avec une nouvelle plus positive peut-être que celle des pertes d'emplois annoncées chez Eidos Montréal. Cette fois-ci, j'aimerais souligner la sortie d'un des jeux que j'avais mentionné dans mon épisode sur la célébration des Jeux du Québec lors du mois de février dernier. J'avais énuméré comme ça beaucoup de jeux que je trouvais intéressants dans cette sélection-là. Eh bien, il y a un de ces jeux-là que j'avais mentionné qui vient de sortir le 1er avril. Ça s'appelle Legends of the Round Table, les légendes de la table ronde. C'est une production de Artifice Studio. On leur doit notamment à Artifice Studio la création du jeu Sang froid, un conte de loup-garou, qui avait été en 2013, si ma mémoire est bonne, le premier jeu québécois vraiment à aborder le folklore, l'histoire du Québec et tout ça dans un environnement. À l'époque, Steam distribuait des jeux, mais c'était un petit peu plus difficile là, d'avoir accès à Steam pour vendre des jeux avant que maintenant n'importe qui puisse s'ouvrir un compte. Donc ça, c'était le passé. Maintenant, leur dernier projet, Legends of the Round Table, c'est un jeu qui nous donne l'occasion de vivre les légendes arthuriennes autour de la table ronde, évidemment, du roi Arthur. Et c'est réalisé, enfin, partiellement à tout le moins, les images sont réalisées par un enlumineur, une véritable personne qui fait de l'enluminure, c'est-à-dire le processus d'illustration qu'on déployait au Moyen-Âge. Et donc, il y a vraiment une facture graphique, une patte artistique assez intéressante qu'on voit pas vraiment dans d'autres jeux. Je dirais peut-être, le jeu qui ressemble le plus à ça, c'est Pentiment. Pentiment, qui est un jeu qui est sorti il y a maintenant plusieurs années, là, si je me souviens bien, ça doit faire 4 ans ou quelque chose comme ça que c'est sorti. Pentiment reprenait un peu l'iconographie, l'imagerie médiévale, mais personnellement, j'ai toujours trouvé ça plutôt difficile d'embarquer dans ce style graphique-là chez Pentiment, que je trouvais vraiment être un collage très, très... Puis là, je suis pas un spécialiste, là, mais je crois savoir qu'il y a plusieurs périodes dans le développement de l'image, notamment de la perspective à travers l'histoire de l'art. Je pense qu'on était plutôt dans Pentiment dans les débuts de la période du Moyen-Âge, ou à tout le moins dans la première moitié, on va dire. Là, c'est long, le Moyen-Âge. Donc, on est plutôt dans les premiers siècles du Moyen-Âge, où est-ce que les collages entre différentes images sont plus ou moins réussi, c'est pas dans un système organisé par la perspective et tout ça. On retrouve encore un peu ça dans l'imagerie médiévale qu'on retrouve dans Legends of the Round Table, mais c'est quand même beaucoup plus développé, je trouve, au niveau graphique, là, au niveau esthétique. Là, c'est beaucoup plus beau quand même, les images qu'on voit. Il y a un style artistique très unique, mais c'est pas non plus repoussant et hideux, si je peux dire. Donc voilà, je vous intéresse peut-être à vous intéresser à ça, ne serait-ce que regarder peut-être une vidéo ou des images, juste pour voir un peu ce style-là. Je vous dirais que le jeu est quand même un certain prix. Dans le jeu indépendant, on a peut-être été habitué d'attendre les rabais, de mettre les jeux sur notre liste, puis attendre qu'ils tombent à 60% de rabais pour le payer 8$ ou quelque chose comme ça. Là, ici, on est à une trentaine de dollars. Dans mon souvenir, c'est 35, je pense, puis là, il est en rabais en ce moment pour la sortie. C'est quand même un prix un peu conséquent, mais bon, les jeux coûtent cher, le développement de jeux, c'est difficilement rentable. Alors, on ne peut pas non plus blâmer le développeur de demander un prix juste pour la quantité d'argent, de travail, je veux dire, qui a été investi pour réaliser ce jeu-là, parce que la quantité de travail investi, ça représente aussi des coûts, évidemment, qu'ils doivent recouper. Donc voilà, bref, je vous le souligne, le jeu est sorti, ça a l'air intéressant, j'ai pas encore joué, donc je vais pouvoir m'y mettre et peut-être vous en parler dans un carnet de jeu lors d'un épisode subséquent.
Autre nouvelle de l'écosystème local, un autre jeu vidéo québécois dont je n'avais pas parlé lors de mon épisode qui surveillait les jeux du Québec. C'est un jeu qui est encore en développement, il n'est pas encore terminé, qui s'appelle Tactical Battles. Tactical Battles est un jeu développé par un particulier, une personne qui s'appelle Francis Lorrain, et qui s'est incorporé, là, à ce que je présume, pour être le studio Frank Games. Donc c'est vraiment un jeu fait par un particulier, un peu à l'image de Horripilant, qui avait été fait par Alexandre Declos, sauf qu'Alexandre Declos avait un éditeur, il y avait des ressources autour de lui et tout ça. Je connais pas Francis Lorrain. Par contre, il m'a contacté en me disant qu'il travaillait sur son jeu. La sortie est prévue en juin, si j'ai bien vu, donc c'est quand même bientôt, là, on est en avril. Et il m'a envoyé une clé pour le tester. Alors, je peux vous dire que je l'ai essayé, mais je peux pas vous en parler beaucoup. Parce que, bon, je pense que le jeu n'étant pas encore achevé, ben, il n'y a pas de tutoriel, il n'y a pas de mapping des contrôles, d'objectifs donnés, donc, tu sais, des strates de choses qui font toute la différence pour quelqu'un qui veut jouer à un jeu, parce qu'on s'attend à comprendre, tu sais, comment les contrôles marchent, c'est quoi les règles du jeu, puis comment ça avance. Mais toutes les personnes qui font des jeux savent que ça arrive plutôt tard dans le processus de développement parce qu'on essaie de faire une caméra qui marche, des personnages qui avancent, des manipulations qui fonctionnent bien, des règles de jeu qui fonctionnent avant de se mettre à expliquer puis finaliser l'expérience utilisateur. Donc, en ce moment, c'est difficile d'en parler. C'est un jeu de combat tactique. Donc, on est sur une grille, on a un certain budget de déplacement avec nos unités, puis on se déplace pour avancer. Le style graphique est très, très minimal, je dirais. C'est beaucoup des polygones, comment je dirais ça, des polygones? Des formes géométriques de base qui sont agencées. Ça donne un look plus abstrait, là. C'est pas un jeu ultra réaliste, là, dans les dessins et tout ça. De ce que j'ai vu, ça semble prometteur, hein, autant que je puisse en dire pour le peu d'expérience que j'ai eu l'occasion de vivre. Mais voilà, c'est un jeu donc qui est en accès anticipé en ce moment, mais qui va sortir en juin. Et à ce sujet, Francis Lorrain en question m'a donné une deuxième clé pour qu'on fasse un concours et un tirage. Alors, si vous voulez une clé du jeu, il suffit de m'envoyer un message par courriel. Vous écrivez à l'adresse suivante, tout en minuscules, pas d'espace ni d'accent, lagrandeludothèque.cism@gmail.com. lagrandeludothèque.cism@gmail.com. Vous m'envoyez un message dans lequel vous expliquez qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans un jeu de tactique, tout simplement. Et puis, je vais prendre la réponse articulée qui va arriver, qui va être la plus développée. Donc, gênez-vous pas, mais écrivez pas un paragraphe au complet, là, c'est pas nécessaire. Et j'enverrai la clé. D'ailleurs, je remercie les auditeurs et auditrices qui m'ont écrit suite à la dernière émission dans laquelle on avait fait un tirage pour une clé de Horripilant, 2 clés de Horripilant. Elles ont trouvé preneuse, donc tout va bien. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message aussi. En général, si vous avez des sujets dont vous aimeriez entendre parler dans l'émission, c'est possible. Je vous invite aussi à communiquer avec nous et à participer à notre communauté en rejoignant le serveur Discord L'Anneau Ludique. Donc voilà, sur la table, c'est une clé pour Tactical Battles. C'est vraiment un jeu qui est encore en développement, donc si vous avez jamais vu un jeu qui est encore à ses étapes initiales, qui n'est pas encore prêt à être commercialisé, tout ça, ça va vous donner vraiment un sentiment de qu'est-ce qu'on peut faire quand on est... Là, encore une fois, je connais pas Francis Lorrain, mais ce que je crois comprendre, c'est que c'est une personne seule là, qui fait ça en solo, complètement. Donc, ça donne une bonne idée aussi de ce que les gens sont capables de faire quand on fait un jeu en solo. C'est compliqué faire des jeux, là. Pour vrai, là, ça en prend du travail, là, puis des domaines différents et tout. Il y a vraiment... il faut vraiment lever son chapeau pour saluer les efforts de tous les gens qui font des jeux, surtout des jeux en solo, là. Franchement, c'est vraiment difficile. Fait que, voilà. Voilà pour notre concours de cette semaine. C'est le fun d'avoir des concours. Écoutez, si vous avez des trucs à donner, vous êtes dans l'industrie, vous êtes des créateurs, des créatrices, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir d'organiser ça puis de faire circuler un petit peu les belles créations qui se font ici dans le monde du jeu vidéo. On se déplace sur un autre territoire cette fois-ci. On va dans le monde du AAA et de la grosse industrie qui a beaucoup d'argent et beaucoup de succès. On parle de Mario, Super Mario. Et oui, Nintendo va sortir, en fait, c'est en train de sortir ces jours-ci, là, si je comprends bien, le film Super Mario Galaxy. Donc, c'est le deuxième film d'animation réalisé en collaboration par le studio et Illumination, qui est le studio français derrière les Minions, notamment, et Gru, détestable moi, qui est, je pense, moi, bête et méchant,
méchants ou quelque chose comme ça, là, Despicable Me. Donc, c'est ces films-là qui sont mis au service de l'animation de Mario et ses copains et ses copines dans cet univers-là. Fait que là, dans le film de Mario Galaxy, ben, ça va reprendre évidemment le jeu de Mario célèbre, qui est directement inspiré du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, par ailleurs, dans lequel Mario saute d'une petite planète à l'autre pour se promener dans l'espace et dans la galaxie, justement. Donc, le deuxième film. Alors, le premier film avait été quand même assez bien reçu. Faut savoir que, bon, il y a eu un film de Mario dans les années 90, en prise de vue réelle avec Bob Hoskins et tout ça, qui avait vraiment pas été bien reçu parce que c'était un film très très sérieux là, dans un univers de fiction un peu post-apocalyptique, entre guillemets, cauchemardesque, dystopique. En tout cas, c'était weird comme film. Fait qu'évidemment, les attentes du public n'étaient pas tout à fait là. Le film d'animation de Mario Bros, sorti il y a donc 2 ans, je crois, 3 ans peut-être, a été quand même bien reçu. Et ce nouveau film-là, pour l'instant, c'est vraiment pas si positif que ça, la réception d'après les previews, hein, les prévisualisations qu'on a vues. Je pense qu'on parle de la note la plus basse sur Rotten Tomatoes depuis je sais plus quoi, là. J'ai vu ça, en tout cas, très, très critique. Je pense qu'à l'image du premier film, ça va être vraiment léger. Léger, genre très peu de contenu comme tel. Puis bon. Mais c'est sympathique, l'animation est bien faite, les gags sont rigolos. Alors, c'est un peu ça, mes attentes particulières par rapport à ce deuxième film-là. Pourquoi je vous en parle? Parce que, bon, des films de jeux vidéo, c'est correct, mais c'est pas la grosse affaire. Ben parce que, il y a quelques semaines, on avait eu droit à un reveal, un trailer, une bande-annonce qui nous montrait des extraits du film. Et dans ces images-là, on avait un indice qui nous laissait croire qu'il y aurait un caméo, une apparition d'un personnage qui n'est pas dans l'univers de Mario, qui est Fox McCloud. Fox McCloud, qui est-ce? C'est le renard de l'espace qui pilote des vaisseaux spatiaux avec sa bande d'animaux anthropomorphisés, le héros du jeu Star Fox. Star Fox, qui est une série de jeux qui a commencé sur la Super Nintendo et qui s'est poursuivie par la suite sur les consoles portables, Game Boy Advance dans mon souvenir, Nintendo DS et surtout le jeu Star Fox 64 sur la console Nintendo 64 qui est vraiment vu comme le haut fait, je pense, de cette franchise-là, de cette série-là, Star Fox. Il y a eu par la suite un jeu de Star Fox sur GameCube qui a été assez peu apprécié parce que c'était un jeu pas rapport, qui devait être un jeu de dinosaures. Là. Je pense que ça devait s'appeler Dino Planet. Puis finalement, en fin de projet, ils ont décidé que on devrait réorienter le projet pour en faire un jeu Star Fox. Fait que là, ils ont mis les bonhommes de Star Fox dedans pour essayer de vendre plus, I guess. Puis c'était un jeu d'action-aventure, tu frappes avec un bâton, tu ramasses des cristals, ça n'a aucun rapport avec Star Fox. Donc, assez peu apprécié. Depuis, Star Fox est un peu resté sous le radar, sous le capot, si je peux dire. On le garde en réserve, là. Il est dans le backstore, on ne sait pas trop ce qui se passe avec ça, pas de plan. Le personnage de Fox McCloud et ses alliés sont apparus dans les jeux Super Smash Bros. Donc, la série de jeux de combat axés autour de l'écurie de vedettes de Nintendo. Donc, ouais, Star Fox existe dans l'espace public, mais il est un peu en dormance, on va dire, depuis des années maintenant. Et moi, quand j'ai vu ces indices-là qui nous laissaient voir que Star Fox apparaîtrait dans le film de Mario Galaxy, tout de suite, je me suis dit, ils vont faire un revival de Star Fox. Ils vont faire des nouveaux jeux de Star Fox. Pourquoi tu donnerais à des animateurs d'un studio d'animation du travail pour modéliser un personnage puis le mettre là, pour que le public sorte de la salle, puis que j'imagine très bien papa, maman et fiston, fillette sortir de la salle, c'est comme « Wow! Il était super cool, le renard, là, Fox McCloud, ouais. C'est qui, lui? C'est l'héros d'un jeu? Ah ouais? Ouais, c'est l'héros d'un jeu, mon petit. Ah, ben, on peut-tu jouer, papa? » Écoute, on a l'abonnement de Nintendo Switch Online, fait que ça nous donne accès au catalogue des jeux Nintendo 64, des jeux Super NES, fait qu'on peut jouer gratuitement à ces vieux jeux-là que j'ai connus quand j'étais jeune. Et ça, Nintendo, là, ils aiment pas ça. Que tu peux jouer gratuitement à des jeux du passé. Oui, tu payes le catalogue, mais on s'entend que ça serait un peu une opportunité ratée de plugger ce personnage-là dans le film et de ne pas avoir un produit neuf ou annoncé dans lequel tu vas pouvoir investir pour le retrouver, pour le voir en vedette et surtout en payant 80, 90, 110 $ pour acheter une copie du jeu. Donc moi, j'étais certain qu'ils allaient en profiter pour laisser un teaser pour l'instant, puis pas longtemps après la sortie du film, une annonce qu'il y allait avoir un nouveau jeu de Star Fox. Ben, comme de fait, les rumeurs se sont emballées, puis là, la machine à rumeurs est partie sur Internet, puis on peut lire des rumeurs comme quoi Nintendo serait en train de travailler sur un jeu de Star Fox depuis un bout de temps, et qui voudrait le sortir pour la Switch 2.
Alors voilà, c'est une rumeur, mais à mon avis, ça va sûrement arriver. Quoique je vais peut-être être surpris. Hein? Ça m'arrive de me tromper, il n'y a pas de problème. Donc, surveillez ça si vous vous intéressez à Star Fox. Je dois dire que Star Fox 64 est un jeu super, vraiment magistral. J'adore cet univers-là en général, je pense, mais ça fait tellement longtemps qu'ils n'en ont pas sorti, des Star Fox. Il y en avait un qui était sorti sur une console portable il y a quelques 10 ans, genre, ou quelque chose comme ça. Mais bref, ça serait le retour de Star Fox. Donc, qui est comme annoncé, mise en scène par le film de Nintendo qui sort en ce moment, là, tandis qu'on se parle. Moi, j'espère aussi que ça va pas devenir une espèce de caméo fest où est-ce qu'ils vont essayer de rentrer tous les personnages de Nintendo dans le film. Parce que là, à un moment donné, s'ils veulent faire un film de Super Smash Bros, qu'ils fassent le film de Super Smash Bros avec tous les personnages qui se mélangent. Mais bon, voilà, j'aimerais un petit peu de sobriété quand même et de focus dans le traitement qu'on va faire des univers de Nintendo dans les films. On revient vers le monde du hardware, le monde du matériel. On avait abordé lors de la première heure la question du DLSS 5, la nouvelle technologie de NVIDIA. Il y a aussi tout un phénomène assez intéressant qui se passe dans les transformations de l'industrie en ce moment. D'abord, j'avais été invité à Radio-Canada pour parler de la situation du Ramageddon. Donc, je vous en parle très brièvement. Le Ramageddon, c'est quoi? C'est l'Armageddon causé par la mémoire RAM. La mémoire RAM, c'est ce qui est utilisé dans vos ordinateurs comme mémoire de travail pour traiter les données, les garder à portée de main, les convoquer, les ramener dans l'entrepôt en arrière, dans le backstore. Donc, la mémoire RAM, c'est vraiment la mémoire de travail qui est utilisée dans tout, les cartes graphiques, les ordinateurs, les consoles, etc. Et il y a un gros problème avec la mémoire RAM, c'est que les entreprises qui font de l'intelligence artificielle générative, qui veulent alimenter leur centre de données, vont pacter leur centre de données avec plein d'ordinateurs bourrés de mémoire RAM, parce que c'est la mémoire RAM qui leur permet d'exécuter tous les algorithmes, tout le traitement de données complexe qui est utilisé pour produire des images, notamment. Pas seulement des images, mais de la vidéo, traiter les requêtes, etc., etc. Donc ça a causé vraiment une explosion des prix de la mémoire RAM parce que les fabricants, ou plutôt les gestionnaires, les constructeurs de ces centres de données-là veulent acheter des milliers de gigaoctets de mémoire RAM puis bourrer plein d'ordi avec ça. Donc si vous, comme consommateur, consommatrice, vous avez un ordinateur puis vous voulez remplacer de la mémoire RAM, je vais vous le dire, moi, j'ai remplacé la mémoire RAM dans mon ordinateur en mai dernier. Non, pas vrai, en juillet dernier. Et j'ai acheté 48 gigaoctets de mémoire RAM DDR5, très bonne qualité. Ça m'avait coûté 179 $. Et exactement la même pièce en février dernier coûtait 639 $. Fait que c'est vraiment une explosion considérable de la mémoire RAM et ça a eu des impacts très, très importants sur le secteur du jeu vidéo. Ce qui se passe, c'est que là, il y a beaucoup de joueurs de jeux vidéo et la communauté des gamers et tout ça sont en maudit après les entreprises d'intelligence artificielle parce qu'ils sont en train de confisquer la mémoire RAM puis faire gonfler les prix. Exactement comme les cartes graphiques avaient gonflé de prix à l'époque quand la crypto-monnaie commençait. Et pour faire de la crypto-monnaie, les gens bourraient des ordinateurs de cartes graphiques pour pouvoir faire les calculs nécessaires pour produire de la crypto-monnaie. Ça a fait monter le prix des cartes graphiques et ils sont jamais vraiment redescendus à ce qu'on avait connu jadis naguère, avant cette époque-là. Donc la mémoire RAM, c'est un peu pareil. Et ça, c'est tellement important que ça a forcé les constructeurs à revoir leurs plans. Alors, le Ramageddon, il y a des gens qui disent sur Internet « Ah, les prix commencent à baisser. » Mais tu sais, les prix ont monté à 900 $, puis ils ont descendu à 700. Mais ils étaient à 179. Donc, ça vous donne un peu un ordre de grandeur, là, quand on dit que ça plafonne puis ça redescend. On s'entend que ça ne redescendra pas jusqu'à où ce que c'était avant. Donc ça a eu des conséquences majeures pour Steam. Steam, le portail de distribution numéro 1, la boutique pour acheter des jeux numériques sur PC. Ils font du matériel un peu. Ils ont fait notamment la Steam Deck, qui est une console portative qui nous permet de jouer à notre catalogue de jeux PC dans un format qui rappelle un peu la Switch, en plus gros, en plus costaud, en plus puissant, puis en plus lourd, puis tout ça. Et Steam, ils ont annoncé qu'ils allaient développer la Steam Machine. La Steam Machine, c'est une genre de GameCube pour Steam. Donc, c'est une petite boîte, un micro-ordinateur, vraiment tout petit format, qui est fait pour être branché sur la télé, utilisé avec une manette de Steam de préférence, mais sinon une autre manette, et qui nous permettrait d'accéder à notre catalogue de jeux PC et jouer à ça sur notre télé. Donc, se passer d'un ordinateur complet avec tous les morceaux qu'il y a dedans pour avoir une petite boîte bien simple, facile à acheter, à plugger, et tous les jeux vont avoir un petit, on présume, tous les jeux vont avoir un petit sticker qui va dire « Compatible Steam Machine ». Donc ça, c'est l'annonce qu'ils ont fait.
Quand ils ont annoncé ça, les gens ont dit « Wow, combien ça va coûter une Steam Machine? Hey, s'ils peuvent vendre ça à 900$, ça va être parfait. Ah, moi, je pense que c'est cher, 900$. Ah non, mais dans le fond, c'est comme un PC, fait que ça serait plus comme 1000, 1200$, à mon avis. » Fait que là, il y avait beaucoup de spéculation là-dessus. Et à partir du Ramageddon, en février, en janvier même, je pense, Steam ont annoncé que finalement, ils ne seraient pas capables de faire un reveal de prix puis tout ça. Pourquoi? Ils l'ont pas dit, je pense pas, en tout cas, moi je l'ai pas lu. Ils ont pas dit que c'est à cause de l'augmentation des prix de la RAM, mais pour l'instant, c'est clair qu'ils peuvent pas fabriquer le modèle qu'ils pensaient pouvoir fabriquer au prix qu'ils pensaient qu'il y aurait de l'allure. Donc là, ils sont un peu pris avec ça. Si je voulais faire ma Steam Machine à 900 ou à 1200$ en 2 options de configuration, si je suis obligé de la vendre 1400 puis 1800, on n'est plus pantoute dans la même gamme. Là. On n'est plus pantoute dans le même produit. Donc, ils attendent. Alors, ils annoncent que la Steam Machine va sortir d'ici la fin de l'année, mais le prix n'est toujours pas donné. Les gens spéculent encore. Donc, vous voyez un peu l'impact que ça a. L'augmentation du prix de la RAM, c'est majeur au niveau de la construction, au niveau de l'offre, de la planification, de nouvelles sorties. Maintenant, deuxième nouvelle dans le monde des constructeurs, c'est Sony qui ont annoncé que le prix de la PlayStation augmentait. La PlayStation 5, cette console qui est sortie il y a plusieurs années maintenant, il y a peut-être des auditrices et des auditeurs qui ont des PlayStation 5 déjà à la maison. Si oui, félicitations. Pour la première fois de l'histoire des consoles de jeux vidéo, vous avez bien fait d'acheter la console avant parce qu'en cours de route, pendant la durée de vie de la machine, le prix augmente. Ça, c'est complètement fou. Sur le serveur Discord de l'Anneau Ludique, où est-ce qu'on discute justement de la Grande Ludothèque, il y a Antonin qui a posté ce graphique-là qui avait été compilé par des gens qui montrait comment, la PlayStation a été lancée à 299. Après 6 ans, elle avait baissé de prix à 99$, une baisse de 66%. La PS2 avait lancé à 299, 6 ans plus tard, 129. La PS3 lance à 599, 6 ans plus tard, descend à 269. On parle de réduction de prix 6 ans plus tard, après le lancement de la console, des réductions de prix de 66% à 50%. Et la PS5, elle a été lancée à 499$ US. Donc, en canadien, c'est plus cher. Et après 6 ans, le prix augmente de 499$ à 649$. 30% d'augmentation du prix. Alors, c'est complètement fou là, de penser à ça. Cette hausse des prix-là, elle vient de quoi? Il y a des gens qui vont dire que c'est à cause du blocage du détroit d'Ormuz. Avec la guerre en Iran, avec Donald Trump et tout ça. Oui, peut-être, mais c'est vraiment, vraiment très conjecturel et c'est très, très rapide. Là. Si c'était vraiment ça la cause, là, on ne se revire pas en une semaine pour changer les prix de nos appareils électroniques qu'on manufacture avec des chaînes de montage, des partenaires de la distribution, des commerces partout à travers le monde. C'est beaucoup trop complexe pour réagir vraiment rapidement à des événements comme ça. Mais il semble clair que ça répond d'une part aux tarifs qui sont imposés par Trump et qui sont encore là. Puis là, on se poursuit en justice parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire puis ils l'ont fait. Nintendo, d'ailleurs, poursuit le gouvernement des États-Unis à ce sujet-là. Good job, Nintendo, j'ai envie de dire, comme la moitié de l'Internet à peu près. Mais ils sont quand même là, les tarifs, fait que ça mange complètement la marge de profit des fabricants. Alors, oui, ça répond à ça. D'autre part, je pense que c'est assez clair que ça répond au Ramageddon aussi, c'est-à-dire le coût des composantes pour fabriquer des PS5 a, contre toute attente, augmenté à cause de l'effet de rareté parce qu'on s'arrache la mémoire RAM. Donc, il y a ça aussi qui participe au problème. Donc, c'est plutôt ça, je pense, que la réalité ponctuelle peut-être du détroit d'Ormuz qui cause cette hausse de prix-là. Fait que là, les prix en canadien maintenant, je regarde ça en ce moment pour la PlayStation 5 standard. En dollars canadiens, ça coûtera maintenant 819,99 acheter une PlayStation 5 standard. À ça, il faut ajouter les taxes, évidemment. Si vous achetez l'édition digitale numérique, donc vous n'avez pas le lecteur physique pour lire des disques, c'est 749,99 au lieu de 579,99 comme c'était le cas avant. Si vous voulez la PlayStation 5 Pro, la Pro, ça c'est plus puissant, là, il faut sortir le chéquier. Auparavant, c'était 959,99. Ce sera maintenant 1099,99. Ouh! Disons que c'est cher. C'est cher, le monde des consoles de jeux. Et c'est peut-être une chose qui me surprit d'ailleurs. Moi, j'avais pas du tout sur ma carte de bingo cette réalité-là.
annonce de Microsoft qu'ils vont sortir une prochaine console de jeux vidéo. Moi, j'étais convaincu que Microsoft est en train de pivoter pour sortir du marché du hardware en termes de jeux vidéo, qu'ils allaient arrêter de produire des consoles. La Xbox est loin derrière la PlayStation. Ils n'ont pas réussi à capter une part de marché qui est intéressante en ce moment. Et ils ont beaucoup développé leur service de Xbox Game Pass, qui est un abonnement un peu comme Netflix, là, où est-ce qu'on paie, on a accès au catalogue, puis chaque mois, on reçoit notre facture. Moi, j'avais l'impression qu'ils étaient en train de préparer leur sortie du monde du hardware et qu'ils allaient essentiellement vendre des modèles d'abonnement et continuer à éditer des jeux et vendre des jeux. Non, ils nous ont annoncé qu'ils travaillaient sur leur prochaine machine. Puis là, c'est intéressant. Leur prochaine machine annoncée au GDC, le Game Developers Conference, qui a lieu à San Francisco, c'était en mars. Ils ont annoncé la prochaine console Project Helix. Helix, exactement comme le câble de Vidéotron, si vous êtes abonné avec Helix chez Vidéotron. Puis c'est drôle parce que le format de la console annoncée ressemble à ça. C'est comme une boîte rectangulaire verticale avec un grillage sur le dessus pour la ventilation. Ça fait même penser au Helix de Vidéotron. Je me demande s'il y a une inspiration là. En tout cas, donc Project Helix, qu'est-ce que c'est? On parle d'une console de jeu qui serait en fait un micro-ordinateur optimisé pour lancer des jeux de façon intéressante avec une interface conviviale. Et c'est là que c'est intéressant, ce serait un double positionnement qui serait vraiment un ordinateur qui serait configuré pour permettre, optimiser, rendre ça facile de jouer à des jeux. Mais ça resterait quand même un ordinateur en dessous. Fait que là, c'est intéressant parce qu'on arrive enfin à la fusion de ça, tu sais, puis c'est un peu aller sur le même territoire que Steam, avec sa Steam Machine, avait annoncé. Tu sais, c'est l'idée de l'ordinateur configuré pour être optimisé pour du gaming, mais que si jamais tu as un clavier sans fil puis une souris sans fil puis que tu veux ouvrir Internet pour aller regarder quelque chose ou peu importe, tu peux le faire, c'est possible. Alors, on arrive vraiment à concrétiser cette promesse-là. Et ce qui est intéressant, c'est que chez Microsoft, ça s'accompagne d'une révision qui s'en vient. Pendant le mois d'avril, Microsoft va commencer à déployer une mise à jour pour les ordinateurs Windows 11. Vous vous rappelez que Windows 10 a été abandonné. On dit aux gens, il faut passer à Windows 11 maintenant parce qu'on va arrêter de supporter Windows 10. Et pour avoir Windows 11, il faut avoir des puces de nouvelle génération dans les ordinateurs. Et donc, quelqu'un chez Microsoft, Bruno Guglielminetti, en parlait dans son carnet, le carnet de Bruno Guglielminetti, parlait de ça il y a 2 semaines, je pense. Il disait, il y a quelqu'un chez Microsoft qui a dit, attends un peu, là, nous, on a imposé que tout le monde mette à jour ses puces pour pouvoir rouler sur Windows 11. Tous les ordis qui roulent sur Windows 11 sont quand même assez puissants pour pouvoir jouer à des jeux simples. Pas les derniers cris là, hyper gourmands en termes de performance, mais il y a toute une masse de milliers, de dizaines de milliers de jeux vidéo qui peuvent être exécutés par des ordinateurs ordinaires. Et donc, ils vont sortir une mise à jour de Windows 11 qui va permettre de basculer en mode Xbox. Et donc, j'ai mon ordinateur, je travaille pendant la journée, je regarde sur YouTube, je vais sur mes sites, là, peu importe, et je décide de basculer en mode Xbox, et là, l'interface disparaît, toutes les fonctionnalités champignons parasitaires, j'ai envie de dire, que Windows déploie, parce qu'il est en train d'écouter si on n'a pas des appels Bluetooth, si on n'a pas des nouveaux trucs, puis des patentes, ça bouffe beaucoup de ressources pour notre processeur informatique. Tout ça serait suspendu quand on est en mode Xbox, puis là, on aurait vraiment les processeurs optimisés pour juste rouler les fonctions nécessaires à jouer des jeux et une interface graphique conviviale qui ressemblerait à ce qu'on avait si on branchait une console sur la télé. Donc, ça va commencer à être déployé pendant le mois d'avril. Je ne sais pas dans quel pays, dans quel ordre et tout ça, mais on peut supposer que d'ici un certain nombre de mois, tous les ordinateurs Windows 11 vont avoir un bouton qui active le mode Xbox et hop, on tombe en mode gaming. Donc, la nouvelle console Project Helix, ça va être dans le fond une gamme d'ordinateurs spécialisés pour rentrer tout de suite en mode Xbox et qui te permettent d'en sortir à l'occasion pour faire autre chose peut-être. Donc voilà, j'étais assez surpris de voir que Microsoft restait dans le monde du physique, mais dans le fond, ils vont réaliser la convergence Xbox-PC, ce qui était le projet un peu annoncé depuis le départ, depuis la première Xbox en 2003 dans mon souvenir, 2002 même. Je crois même que c'était en 2001 la Xbox. Enfin, bref, au début des années 2000, depuis la première Xbox, c'était l'idée que, hey, on va faire une console qui va être compatible avec les mêmes protocoles graphiques que ce qu'on utilise pour le PC. Fait que ça va être facile de transformer ton jeu PC en jeu Xbox. Il y aura peu de friction. On voit qu'on est vraiment en train d'achever un peu cette transformation-là, au niveau des interfaces aussi.
Les nominations viennent d'être annoncées pour les Canadian Game Awards, les prix du jeu canadien. Prix du jeu canadien, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est essentiellement une cérémonie de remise de prix qui souligne les jeux vidéo créés au Canada. C'est l'équivalent des Game Awards, mais version canadienne. Donc, vous avez une cérémonie qui aura lieu en mai. D'ailleurs, j'ai remarqué que la cérémonie a lieu en présence à Toronto, au John W.H. Bassett Theatre. Je ne connais pas cette salle-là. Puis, vous allez acheter un billet. Vous allez sur le site des Canadian Game Awards 2026, puis vous suivez le lien, puis vous payez 37,61 $, puis vous avez accès à la cérémonie. Donc, vous pouvez vivre 100 personnes. Ça aura lieu le 21 mai prochain. Alors, d'ici là, les nominations ont été révélées. Les Canadian Game Awards, ça a été lancé en 2020. C'est l'œuvre de Carl Edwin Michel, qui est un journaliste du jeu vidéo, que vous pouvez entendre notamment dans le carnet de Bruno Guglielminetti. Si vous faites des recherches, vous allez tomber là-dessus si vous ne connaissez pas déjà. Il fait l'actualité des jeux vidéo semaine après semaine. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le milieu depuis longtemps. Et il a créé, co-créé, été l'instigateur de, je ne sais pas exactement, mais il a été derrière ça depuis la création. Ils existent depuis 2020. Pendant la pandémie, ils avaient été donnés de façon dans une cérémonie virtuelle. Ensuite, il y a eu des éditions préenregistrées, des éditions en direct hybrides, streamées, tout ça. Donc là, pour 2026, c'est la 6e édition des Canadian Game Awards. Il y a 20 catégories dans ce processus-là. Les 20 catégories sont meilleure direction artistique, meilleur design de jeu, meilleure musique ou bande sonore, meilleure narration, meilleure performance, meilleur design sonore, meilleur jeu PC, meilleur jeu console, meilleur jeu indépendant, meilleur jeu mobile, meilleur jeu VR/AR, donc réalité virtuelle, réalité augmentée, meilleur en accessibilité. Il y a des catégories que moi, personnellement, j'ai pas beaucoup d'appétit pour ça, mais je comprends que c'est important dans la culture du jeu vidéo d'une certaine manière. Il y a des catégories pour les e-sports, les sports électroniques. Donc, meilleur, en fait, c'est pas meilleur. Ça s'appelle juste joueur e-sports, entraîneur e-sports, organisation e-sports, événements e-sports et créateur de contenu, / émission. Voilà. Et il y a enfin 3 prix qui sont les prix de l'année. Jeu de l'année, studio de l'année et choix des fans de l'année. Choix des fans de l'année est un vote du public. Donc, il y a une procédure pour enregistrer son vote. Il y aura 2 rondes, je pense. Enfin. Donc, ça va se discuter. Pour chacun des prix, il y a des jeux en nomination. Il y en a 4 ou 5, dépendamment de la catégorie. De façon globale, je vous dirais que la majorité des catégories, sinon toutes les catégories, sont remplies aux 3/4 ou aux 4/5 ou même 5 nominés sur 5 de jeux ou de studios québécois. C'est pas plus compliqué que ça quand on dit que le Québec est l'une des sinon le centre du jeu vidéo au Canada. C'est pas exagéré quand on regarde la liste des jeux en nomination ou des studios en nomination. Il y a certaines catégories où c'est pas compliqué, tous les jeux nominés sont produits au Québec. Donc, il faut être conscient quand même de la chance qu'on a d'avoir un écosystème tellement puissant au Québec. Alors, il y a dans les nominations, il y a Assassin's Creed Shadows qui mène le bal avec 9 nominations. Puis, il y a South of Midnight. South of Midnight par Compulsion Games de Montréal, qui a 8 nominations. Par la suite, on trouve Eternal Strands, Hell is Us, Lost Records, Bloom and Rage, Battlefield 6, qui ont de 4 à 5 nominations chacun. C'est quand même un peu semblable à ce qu'on trouve au niveau des Game Awards. Là, il y a quand même un certain nombre de jeux qui sont les jeux importants de l'année, qui ont beaucoup de nominations dans beaucoup des catégories. Donc là-dessus, il y a quelque chose d'assez semblable. Les prix sont donnés par un jury. Le jury est composé de personnes autour de l'industrie ou dans l'industrie ou dans les médias. Et il y a la liste des membres du jury. On peut voir leurs photos puis leurs noms. Malheureusement, ils n'ont pas de biographie quand on clique dessus. Fait que je vais vous avouer qu'il y a beaucoup de gens là-dedans que je connais pas. Évidemment, le Canada, c'est grand. Et il y a toute la culture anglophone et toute la culture francophone. Donc, je peux vous parler des gens francophones qui sont là parce que je les connais. Vous voyez dans la liste des membres du jury, Alex Carey, Chris Zeiser, Clinton Lexa, David Carcassoli, Brendan Fry, tous des gens que je connais pas nécessairement. Là. Je pourrais me renseigner, mais bon, j'ai pas fait l'exercice. Au niveau du Québec, il y a Hélène Gusella, qui est notamment qui est encore, je crois, l'administratrice ou en tout cas la coordinatrice peut-être du programme Pixel. Pixel, ça s'écrit PIXEL.
XELLES. Donc, c'est un programme qui aide l'insertion et la démocratisation de l'accès au développement de jeux aux femmes et à tous et toutes, par ailleurs. Les personnes non-binaires, personnes en situation de discrimination, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment super. D'ailleurs, Pixel, moi, je n'ai pas participé à Pixel, mais je connais des femmes qui ont participé à Pixel, puis c'est vraiment super pour préparer la relève de l'industrie. Donc, Hélène Gussella, c'en est une Québécoise qui est là. François Savard aussi. Lui est très, très impliqué dans le monde du e-sport. Peut-être un auditeur d'ailleurs. Et c'est peut-être la même chose pour Hélène. On vous salue si c'est le cas. Donc, François Savard, très, très impliqué dans l'organisation des e-sports. Justin Baillargeon, qui est professeur, qui a fait sa thèse de doctorat sur la réalité virtuelle. Donc, j'imagine qu'il est très impliqué pour les prix sur la réalité virtuelle. Mario Ramos aussi, qu'on connaît parce qu'il a le site vidéoludique.ca. Il était anciennement rédacteur de nouvelles pour RDS Jeux vidéo, pour l'Auto-Québec aussi, les collaborateurs pour l'Auto-Québec qui publient des nouvelles sur le jeu vidéo parfois, et tout ça. Donc, voilà pour le jury. Je ne sais pas exactement comment le processus fonctionne, mais je suis en discussion avec Carl-Edwin Michel, qui est derrière l'ensemble de l'œuvre, pour l'avoir en entrevue. Alors, si ça fonctionne avec nos horaires, ça devrait être possible d'avoir une entrevue avec lui la semaine prochaine. Donc, on pourra revenir sur le processus, comment ça se passe. Je vous dirais qu'en général, dans les différentes catégories, là, j'ai regardé un peu vite fait là, qui sont les jeux en nomination. Je vais en souligner quelques-uns que je trouve intéressants. Direction artistique, Sound of Midnight. Il y a 33 Immortals qui est dans la liste, 33 Immortels, qui est un autre jeu développé à Montréal. Marvel Cosmic Invasion aussi. Ça, c'est assez intéressant. Si vous connaissez Marvel Cosmic Invasion, c'est un jeu de combat développé par Tribute Games. Tribute Games qui sont connus parce qu'ils travaillent aussi sur Scott Pilgrim et ils ont publié TMNT Shredder's Revenge. Donc, c'est vraiment un studio qui fait du jeu rétro en pixels. Et ils sont aussi, eux, en nomination, il me semble, dans Studio of the Year. Ouais, c'est Studio of the Year. Il y a là-dedans Tribute Games. Il y a aussi Rogue Factor, qui sont les créateurs de Hell is Us. Et il y a aussi Compulsion Games, évidemment, pour South of Midnight. Yellow Brick Games aussi. Yellow Brick Games, c'est eux qui font Eternal Strands. Intéressant, Yellow Brick Games, je les connaissais pas tellement. Ça a été fondé par des ex de chez Ubisoft Québec. Notamment parmi eux, on trouve Mike Laidlaw, qui a été le directeur créatif sur Dragon Age. Avant de venir à Ubisoft Montréal, je pense, puis ensuite Ubisoft Québec. Là, je connais pas sa carrière par cœur, mais bref, c'est un studio donc quand même pas mal de star power qui sont répartis entre Québec et Montréal. Donc voilà, qui va être le studio de l'année. La compétition est féroce. Il y a aussi Digital Extremes, qui est plutôt de l'Ontario, si mon souvenir est bon. Dans les jeux de l'année, il y a South of Midnight, Assassin's Creed Shadows, Hell is Us, Lost Records Bloom and Rage et Wonder Stop, qui est un jeu lancé par un studio qui vient de fermer parce qu'ils n'ont pas réussi à sécuriser du financement pour leur prochain projet, même s'ils ont fait un jeu super apprécié qui est Wonder Stop. Ça, c'est vraiment crève-cœur et une indication de la fragilité du domaine du jeu vidéo. Sinon, il y aura un prix qui va être remis à l'implication pour le secteur. C'est quoi ça? C'est un prix, je me souviens pas du titre du prix... créateur, il y a un prix annuel créateur de contenu, mais il y a un prix spécial qui va être donné pour l'apport au domaine, qui est comme un prix de carrière, on va dire, qui va être remis à Victor Lucas. Victor Lucas, c'est le créateur de The Electric Playground, qui était une émission de télé, qui était des spots de télé qui étaient diffusés sur les chaînes, et tout ça, et qui a évidemment été très important là, dès les années 90 pour le journalisme du jeu vidéo au Canada. Donc, je pense que c'est bien mérité. Bravo, Victor Lucas, pour ça. Alors, il faut surveiller un peu les catégories. C'est assez intéressant. Vous pouvez consulter le site web pour avoir tous les détails là-dessus. Je ne sais pas si je vais faire mes pronostics. Je pourrais réfléchir à ça, voir puis essayer d'évaluer. Je vais vous avouer que les prix de e-sports, j'ai pas grand-chose à dire de ça. Je dois souligner aussi qu'il y a quand même une certaine division culturelle là, autour d'une catégorie. Dans un pays comme le Canada, avec sa culture bilingue, ou plutôt ses deux cultures monolingues, on a envie de dire, les deux solitudes, ben il y a quand même la catégorie meilleur créateur de contenu. Comment ça s'appelle? C'est pas meilleur créateur de contenu, je pense. Ah, Best Content Creator, ouais, c'est ça. Donc, meilleur créateur de contenu. Il y a Alex Vancity Nguyen de Montréal, Ashley Roboto de Southern Ontario, Nick A30 Amiuni de Halifax, Nouvelle-Écosse, Steph Sanjati de Toronto et Victor Lucas de Vancouver en Colombie-Britannique.
Alors, est-ce que Victor Lucas va gagner le prix Best Content Creator en plus d'un Lifetime Career Award pour sa contribution au domaine? Je sais pas, c'est peut-être pas interdit. Je sais pas comment fonctionne le processus d'attribution, les votes et tout ça, comment le jury délibère. Donc, ce sera des questions que je pourrais aborder avec Carl-Edwin Michel si je réussis à l'avoir en entrevue la semaine prochaine. Il y a aussi un prix d'innovation pour l'accessibilité. Comme dans beaucoup de catégories, il y a des usuels, là, si je peux dire, des usual suspects. Assassin's Creed Shadows, Sound of Midnight, Wonder Stop, qui reviennent souvent, mais aussi des jeux comme EA Sports FC26, auquel le studio de Vancouver de Electronic Arts a participé, et Squeak Ross Home Squeak Home. Aucune idée ce que c'est. Développé par Albloon de Montréal. Alors, on va pouvoir découvrir aussi certainement des jeux aussi. Il y a quelques catégories aussi intéressantes comme Best PC Game, meilleur jeu PC. Il y a Foundation par Polymorph à Québec. Ça, c'est un jeu de construction médiévale assez intéressant. Pensez à SimCity plus organique médiéval, c'est vraiment bien. Loft aussi par Astrolabe Interactive, qui est un studio de Montréal, qui apparaissent pas nécessairement dans plusieurs autres catégories. Donc voilà, intéressez-vous aux Canadian Game Awards et je reviendrai là-dessus s'il y a des réactions, si vous avez des questions à ce sujet. Ça me fera plaisir de revenir là-dessus. Aussi, si vous comptez faire vos prédictions, n'hésitez pas. Vous pouvez vous joindre au serveur Discord l'Anneau Ludique. Vous allez sur la page de la Grande Ludothèque sur le site de CISM. Vous suivez le lien vers le site de l'émission. Vous allez tomber là, sur l'invitation pour rejoindre le serveur Discord. Joignez-vous à nous et participez aux conversations. Voilà, c'est tout le temps qu'on avait pour cette émission de la Grande Ludothèque basée sur les actualités. On va se laisser en musique avec un bloc conceptuel, puisque c'était les Canadian Game Awards qui étaient en vedette dans cette deuxième heure de l'émission. J'ai décidé de faire un bloc de musique Mon voyage au Canada. Alors voilà, on va commencer avec une chanson qui est au palmarès de CISM.